For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club spécial récap UFC 280. Mais alors là, on est totalement à l'arrache. Ça veut dire que je n'ai pris aucune note. Je suis sur du pur feeling, je suis sur du pur émotionnel ressenti d'hier soir. Voilà, tout est dans la tête là, il y a tous les souvenirs, je pense qu'on est tous un peu pareil, on a tous plein de souvenirs, plein la tête. Il y a plein de choses. Donc voilà, c'est pas évident. On se la joue à la cool ce matin. Voilà, on se fait un petit podcast en ambiance. On va essayer d'avoir 2-3 petits auditeurs qui viennent en direct. Je sais pas combien ils sont. Pour l'instant, il y en a 2 dans la salle d'attente. Donc je vais en basculer un tout de suite. Attendez, ça arrive. Je suis dans le stream live. Voilà, voilà. Je bascule le champion, Stelio. Ouais. Il vient d'arriver. Ouais, je vois ça. T'étais en train de discuter, excuse. Non, tranquille. Pas de problème. Ouais, ça va, tranquille et toi? Ouais, ça va, super cool. Ça va, super cool. Donc toi, si j'ai bien compris, hier soir, t'étais pas sur le live Discord, mais t'as vu qu'il y avait moyen de venir un peu donner ton ressenti et tout, c'est ça? Ouais, c'est ça, de discuter de l'UFC 280 en général. Bah, moi, je pouvais pas, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais j'étais avec des potes justement en train de regarder 280. C'est la meilleure chose à faire, hein. Ouais. C'est cool. Tu t'es bien amusé? Ouais, super. Top. Je m'attendais pas à l'issue de certains combats et Ah ouais, j'avoue. incroyable. Et si je te demande, c'est quoi ton moment préféré? Mon combat préféré? Ouais. Ou mon moment préféré, le truc qui t'a le plus... voilà, où t'étais trop content. En fait, j'aime beaucoup, par exemple, Dariush. Yes. Je trouve que c'est un mec qui a pas beaucoup de, comment dirais-je, qui a pas eu beaucoup de hype. Ouais. Il a eu des défaites. Il n'a pas beaucoup de trash talk. Son style de combat n'est pas non plus des plus extravagants. C'est pas comme un Michael Chandler qui envoie du feu à chaque fois. Mais il a su se reconstruire un peu. Il a un peu une histoire à la Charles Oliveira, quoi. Il a un peu un début de Charles Oliveira. Ouais, il a un début de Charles Oliveira, quoi. Par exemple, arrivé contre Tony Ferguson juste après son combat contre Gaethje, voilà, quoi. Ça commence par là. D'un combat qui est un peu difficile parce que c'est contre un top 5. Mais le mec arrive et domine tout. Et je vois vraiment Dariush comme ça. Yes, c'est vrai qu'il a été impressionnant, très très impressionnant. Il a été impressionnant. Gamrot, il l'a pas mené la vie facile. Et le jeu de sol de lutte, il est incroyable. Yes. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il a été impressionnant, mais contre quelqu'un qui était hyper légitime, quoi. Ouais. Gamrot, c'est pas un mec qui rigole. Au sol en lutte, il est très très fort, même debout. Quand il met je sais plus contre qui, met son genou dans le foie. Mais super dangereux aussi debout. Et non, incroyable. Et même j'étais avec, pour te dire le niveau était tellement haut au sol et en lutte que j'avais des potes qui ne sont pas du tout, qui sont des sports de combat, mais qui est plutôt du striking, qui étaient impressionnés par ça, quoi. Ouais. Et qui justement c'était une putain de chorégraphie, quoi. T'as vu, ouais. Ça roulait, c'était incroyable. Il y avait des clés de talons. Non, c'était incroyable. C'est vrai que c'était un super. Ouais, c'était un jeu. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Et quel moment t'as plus surpris, désagréablement surpris? Désagréablement surpris, c'est Yann. Hein. Je vais pas te mentir. Okay. Et j'ai une déception. Après, il peut revenir plus fort, mais je pensais que ça allait vraiment le faire contre O'Malley, même si O'Malley, c'est une étoile montante. Yann, on connaît comme quelqu'un d'implacable, qui laisse aucune pitié, qui au fil des rounds va te calculer, va comprendre ce que tu fais, et là c'est parti. Mais ouais, je suis déçu d'un petit peu. D'accord, t'es déçu. Et t'es déçu pour toi, Yann, c'était
Clair et net, t'avais pas une once d'hésitation, quoi. Pour toi, c'était victoire. Pour moi, ouais, Ah ouais. Yann, clair et net. Après, j'étais peut-être un petit peu induit en erreur par rapport à O'Malley parce que O'Malley avait déjà, quand il commençait à monter, il a tout de suite perdu contre Vera. D'accord. Et on disait que ouais, contre le haut niveau de la catégorie, ça allait pas le faire. Et je pensais que justement un mec contre Yann qui a été champion pendant un tout petit moment quand même, qui a combattu les meilleurs de la KT, je me suis dit que O'Malley, ça va le faire, quoi. Si Yann il arrive par exemple à battre un mec en striking comme Sandhagen, je me disais O'Malley, ça va le faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Alors, je vais introduire quelqu'un d'autre dans la discussion. Hop. Meg1. Meg1, est-ce qu'il est là? Oui, Oui, il est là, le champion. Ça va ou quoi? ça va, ça. Ah, c'est cool. Alors, j'étais en train de parler avec Stelio, on parlait du moment qu'il avait le plus kiffé, du moment qu'il avait le plus surpris, genre désagréablement surpris. Toi, si tu devais donner ton avis là-dessus, quel moment t'as le plus hypé et quel moment t'as le plus déçu, toi aussi? Le moment qui m'a le plus déçu, après, enfin, je m'y connais pas suffisamment, c'est la décision qu'il y a eu puis alors moi les noms, si tu veux, comme je découvre un peu, Tranquille, t'as le droit de donner ton avis, t'as le droit d'hésiter, t'as le droit de pas savoir. je découvre un peu tout ça, donc c'est avec comment il s'appelle Donc, déjà? Petr-Yan O'Malley, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, j'ai pas bien compris. Ok. Après, le moment que j'ai le plus kiffé, je pense que c'est pareil. Je connais pas les noms. C'était 2 matchs avant, je crois. Yes. Ok, donc le Manon Fiorot. Euh, Non, avant alors. non, un match. Bah non, c'était pas. Ah non, ça j'ai pas aimé non plus. D'accord. C'est quoi, c'est la carte principale Manon, ou Manon Fiorot, en fait, j'ai trouvé que c'était. Enfin, il y avait pas beaucoup d'engagement, que ce soit autant de la part de l'une que de l'autre. Donc, j'ai pas trouvé ça ouf. Moi, ce que je pense pour Fiorot, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu il y a dû avoir un déclic sur l'enjeu du combat et ça a dû créer une crispation, tu vois. Parce que des fois, regarde, sans vouloir, on va pas rentrer tout de suite sur ça, mais sans parler d'Oliveira, on sent qu'il était pas comme d'habitude, tu vois. On sent qu'il y avait une pression supplémentaire et que ça a pas été le Oliveira de d'habitude. Et ben, je pense que Manon, il y avait un petit peu de la même. Je veux dire, L'appréhension. Ouais, il y avait un truc de se dire, putain, c'est la numéro 1. Et en fait, c'est pas comme Dab, quoi. Dab, bon, bah voilà, je peux les cartonner. Et là, il y avait vraiment un truc. Après, je pense que Fiorot, excuse-moi, désolé. Vas-y, frérot. Après, je pense que Fiorot, elle est tombée sur une adversaire quand même qui était un peu plus grand, qui avait un peu plus d'allonge. Et je pense que aussi au niveau du physique, ça a été un peu difficile pour elle. Et voilà quoi. Bon, elle est française. On espère tous qu'elle va réussir, qu'elle va décrocher la ceinture. Mais par exemple sur ses sorties d'échange, toujours la tête du côté gauche, Ouais, tu vois. Au début, ouais, on l'a vu ça. C'est ouais, tu vois, et le front kick qu'elle prend, je crois premier ou deuxième round. Heureusement qu'il passe un peu à côté. Et heureusement que son adversaire n'est pas connu pour avoir une puissance de frappe énorme. Donc, ouais. heureusement, tu vois, il y a eu de la malchance, mais un peu de chance. Voilà. Elle est puissante quand même, Shukayan. Franchement, je sais pas, ses victoires, ça a été que des décisions. Ouais, mais bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'elle a un gros volume de boxe défensive. Ouais. Ce qui, du coup, biaise un peu le regard sur sa. Tu vois ce que je veux dire, sur son côté spectaculaire. Elle fait confiance beaucoup à son allonge aussi. Attention, ouais, c'est cool. Alors, attends. Je vais en faire rentrer 2 dans la conversation. Hop, 1 et 2, ils sont là. Steph et Jesswin, les champions, comment ils vont? Super, et toi? Yes, au calme, tranquille, ça va. Merci beaucoup. Steph, comment tu vas? T'es encore là? Non, je crois que ça bug son truc. Non, Steph, t'es là, t'es dans le salon, Steph. Ouais. T'es avec nous. Tu nous entends, Steph? Ah, bon, Steph, il nous entend pas. Si, à un moment donné, tu nous entends, je vais écrire. Steph, Bonjour Nico. Ah, ça y est, tu m'entends? Ouais, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, bien, bon, on se réveille, hein. Ouais. Tranquille, il se réveille. Qu'est-ce que je voulais dire?
j'ai mis voilà 4 personnes dans le live. Si vous parlez pas, mutez-vous, comme ça fait pas un brouhaha, mais il n'y a pas de problème si vous voulez intervenir. Moi, il n'y a pas de souci, vous coupez la parole. Aujourd'hui, c'est plus pour vous que pour moi, donc il n'y a pas de problème, ok? Ok. Ok. Alors, Steph, toi, quel a été le moment qui t'a le plus hypé et quel a été le moment qui t'a le plus déçu, entre guillemets? Excuse-moi, j'ai coupé, c'est à moi que tu parlais? Ouais, quel moment t'as le plus de plaisir et quel moment t'as le plus déçu? Alors, le moment qui m'a le plus déçu, c'est le combat de Manon. Je m'attendais à autre chose. Ouais. D'accord. Ouais. Après, c'était pas facile. J'ai trouvé les sidekicks, voilà, je pense que ça marchera plus pour elle. Donc ouais, c'est le combat de Manon parce que c'était vraiment le combat que j'attendais. Je m'attendais à une masterclass de Manon. Après voilà, elle a pris la numéro 1, donc maintenant je pense qu'elle n'est pas du tout prête pour Valentina, ça c'est sûr. Et le moment qui m'a le plus plu, c'est le combat que j'ai le plus adoré, c'est Gamrot. Ah, Gamrot Dariush. C'est marrant parce que sur le papier, c'était le moins hypant des 5. Alors, quand je dis moins hypant, je m'entends, hein, je pas abuser non plus, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'il a fait vraiment cette sensation auprès de tout le monde, quoi. Se dire, putain, en fait, c'était celui-là le combat. Belal Mohamed et Dariush, c'est ceux qui m'ont le plus impressionné, vraiment. Là-dessus, c'était incroyable. Le Dariush Gamrot, putain, moi, je viens de la boxe, donc le sol, je connais pas trop, mais quand tu vois comment les mecs, ils maîtrisent les scrambles, c'est des choses qu'on ne sait pas faire, tu vois. Donc, tu regardes ça, t'as les yeux qui brillent, tu te dis, mais comment ils font pour faire ça? C'était impressionnant, là. Des deux camps à l'autre, c'était un spectacle, quoi. Ouais. Même si au bout d'un moment, Dariush prenait l'ascendant même debout. Par exemple, je me souviens d'un truc où Dariush il met un bras arrière sur Gamrot, il tombe et Gamrot il a tout de suite le réflexe de replonger dans ses jambes. Gamrot il a eu souvent le bon réflexe là-dessus de venir isoler sa tête. Et il a pas eu peur. Hein. Non, carrément. Je pense qu'il croit en ses chances autant que Dariush. Il avait pas. En fait, Dariush il s'est montré incroyable, surtout. Il s'est montré sous son meilleur jour en grappling défensif. C'est là, on s'est tous dit, mais putain, comment il fait pour défendre comme ça, quoi. Même tous les problèmes. En étranglement, quoi. C'est incroyable, vraiment. Tous les problèmes qu'a posé Gamrot, automatiquement Dariush il les a balayés. Ouais, il avait la solution et du coup, il a un petit peu grappillé le cardio au fur et à mesure et la confiance, quoi. Mais c'est fou de se dire qu'après le flash knockdown, l'autre il se relève direct, il fonce dans les jambes. Enfin, il y a vraiment, c'était vraiment un combat incroyable. Je te rejoins. Moi, c'est le combat qui m'a, avec Belal Mohamed, c'est le combat qui m'a le plus, waouh, tu vois, vraiment waouh. Après, j'isole le main event qui était particulier en termes d'émotion et en termes de spectacle, c'était vraiment quelque chose. Et là, on parle du reste, c'était vraiment incroyable. Jess, il est là, Jess. Jess Win, le champion. Ça y est, il se démute, ça va? Je suis là. Ouais, bien et toi? Bien et vous? Tranquille. Il te répond. Ça y est, ils se sont mute, les gars, ils se sont mute. Alors, Jess, j'ai demandé un petit peu à tout le monde, je te pose la même question. Quel moment t'as le plus hypé et quel moment t'as le plus déçu, entre guillemets? Dans toute la carte? Yes, on était un peu sur la carte principale, mais vas-y, tu peux y aller. Alors moi, disons, le combat qui m'a le plus déçu, c'était en fait, c'était pas le combat en lui-même, mais c'est Sean Brady, parce que j'étais vraiment hype sur lui. On sait qu'il a un sacré niveau de grappling. En plus, je crois qu'il avait battu le record de la cardio machine du UFC Performance Institute. On s'attendait vraiment à mieux de sa part. Ouais. Il avait battu Craig Jones, donc un des champions du monde en grappling. Il n'y avait pas de leg lock, mais voilà, c'est impressionnant et il a pas du tout réussi à mettre Mohamed en difficulté. Il a peut-être gagné le premier round, mais après c'était mort. Donc, c'était équilibré. Ouais. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, dans mon pronostic, c'était Belal Mohamed à l'usure cardio, tu vois. Et toi, tu nous dis qu'il a pété le score au UFC Institute à la machine du cardio. Ça va. On est sur deux trucs complètement opposés. Et je sais pas pourquoi, moi je voyais Brady fort sur ses appuis et tout, il n'y a pas de problème. Mais je voyais Mohamed trop loin devant, tu vois. Que ce soit en striking, que ce soit en grappling, même juste sur des bases, tu vois, des basiques. J'avais l'impression que Brady était sur des pieds plats, alors que Mohamed il était tout le temps sur des appuis légers, tu vois, un peu en type box type pour quelqu'un comme lui, ça lui ressemble pas. J'avais vraiment l'impression qu'il était
changé. Il a vraiment rajouté quelque chose. Et là, il y a vraiment un upgrade général du niveau, quoi. Le mec, d'ailleurs, il était numéro 5 et il a vraiment l'attitude qui va avec. Tu vois, ça y est, il est ancré dans les gars qui viennent pour faire des masterclass dans la cage, quoi. C'est incroyable. Alors qu'il avait pas cette aura il y a pas longtemps encore, tu vois. Il avait encore ce truc, oh putain, il y a Mohamed qui combat, on va se faire chier pendant... Tu vois ce que je veux dire? On a vraiment passé ça maintenant. On sait que maintenant, Mohamed, ça va nous proposer une dinguerie. Donc c'est cool. Je trouve que c'est cool. Ça lui va bien et il l'assume bien. Et voilà, bravo à lui, vraiment, c'est... Ok. Ah ouais, donc toi, Brady, ça t'a... Ok. Et le truc qui t'a le plus rendu... Enfin, qui t'a fait plaisir, c'est quoi? Le vol de Yann. Attends, vas-y, Jess. Ça m'a pas fait plaisir. Ça m'a pas fait plaisir parce que j'étais pour Yann et j'avais parié sur lui. Mais qu'est-ce qui m'a fait le plus plaisir? Franchement, ouais, c'est un vol. Franchement, grand sauce, je crois. Peut-être Manon. La victoire de Manon Fiorot et le fait aussi qu'elle a été un peu ramenée sur terre parce que dans les interviews, notamment sur RMC, il y a son coach et elle qui disait « Ah, je suis déçu si elle la finit pas, etc. » Je trouvais qu'ils avaient un peu pris... je sais pas, la grosse tête, mais ils étaient très confiants et j'avais peur qu'elle se fasse un peu malmener. Donc, je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait gagné dans la difficulté pour la première fois, j'ai l'impression, à l'UFC. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Elle passe pas le takedown round 3 à Perrin. Ah, je sais pas quand même. Je sais pas. Elle avait un peu. Je sais pas parce que deuxième round, elle commence à aligner ses coups. Premier round, le problème c'est qu'elle était tellement grande son adversaire que quand elle voulait taper en crochet, ça passait pas. Et quand elle a commencé à aligner les coups, elle était beaucoup plus efficiente que son adversaire. Je pense que quand elle a trouvé sa distance et un peu de aussi son coach a dû la calmer les calf kicks aussi, ils ont beaucoup joué. J'ai pas vu les notes des arbitres, ça serait marrant de voir comment ils ont jugé, comment ils ont scoré parce que c'était pas évident. Attends, je te laisse continuer, Jesswin. Je cherche si j'ai pas ça sous les yeux. On t'a coupé la parole, t'étais en train de parler de Manon Fiorot. Non, mais je voulais pas rajouter grand chose, mais à mon avis, c'est une bonne chose aussi qu'elle prenne un autre combat avant Shevchenko. Pas contre qui elle pourrait, pourquoi pas Alexa Grasso d'ailleurs, et je pense qu'elle peut battre clairement Alexa Grasso, mais à mon avis aussi, ce serait bien qu'elle fasse un main event en 5 rounds avant d'affronter la championne. Ça aurait été vraiment précipité. Un fight night contre Grasso. De sa part. Ou dans un numéroté en France. Non, si elle revient, si elle n'a pas assisté à ça. Elle fera pas un 5 rounds sur un numéroté, elle sera pas comme main event, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Et pour la ceinture en France, ce serait bien pour la ceinture en France. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'y crois pas. On n'a pas démontré, non? J'y crois pas. Je pense que effectivement, je rejoins Jess sur le fait qu'il lui faut un 5 rounds. Contre Grasso, moi, de toute façon, c'est le combat que je voulais depuis déjà longtemps, avant Chookagian, je voulais déjà Grasso. Je pense que c'est le match-up le plus compliqué pour elle, à part à part la championne. Et je pense que du coup, c'est le meilleur moyen, un peu comme O'Malley, c'est le meilleur moyen de se dire, on va voir s'il y a le cœur, s'il y a du cœur, s'il y a du... Bon, on l'a vu qu'elle avait du cœur, hein, je suis pas en train de remettre tout en cause, mais là-dessus, on va voir que le niveau d'adversité sur quelqu'un qui est globalement pas similaire, mais qui a des atouts dans tous les niveaux, tu vois. Parce que là, Chookagian, il y a des choses où elle n'a pas proposé, il y a des domaines dans lesquels on n'a pas vu. Elle a essayé de s'exprimer dans les 2 dernières minutes du combat en mode je vois que je suis en retard, il faut vraiment que j'y aille. On a un petit peu serré les fesses, mais sans plus. Pour moi, Manon, là, elle gagne pas easy, mais avec une strat qui est parfaite, en fait, parce que c'était compliqué. On voit que Chookagian, c'est toujours des décisions, donc c'est compliqué de la coucher. Donc à la fin, à un moment donné, je pense qu'à la fin du premier round, ils ont dû réajuster le game plan en se disant voilà, c'est bon, on a compris qu'on n'allait pas la coucher, mais on va y aller à la touche. Un petit peu comme d'hab, et ça a fonctionné, et tant mieux, c'est cool. Mais effectivement, je te rejoins, je pense qu'il faut un combat. Mais est-ce que il m'a semblé... Alors moi, je me suis fait chambrer sur le Discord hier soir parce que je suis allé couper du pain au moment où Fiorot, elle a fait pas son call-out, mais au moment où elle a dit ce qu'elle voulait pour la suite. Du coup, j'ai pas entendu. Et il y en a qui m'ont dit qu'elle a demandé un combat avant le titre, et que son entraîneur Aldric Assata a traduit que lui, il voulait un combat pour le titre directement. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai, il y a eu des erreurs de traduction. En gros, Fiorot disait à Cormier, elle voulait pas faire une pause, mais elle voulait prendre un petit time, le temps de se réajuster. Et, le coach, il lui a dit non, en gros, elle est prête à repartir, quoi. Ah ouais. Directement. Ok. Donc Aldric, il est chaud, quoi. Pour lui, il n'y a pas de... Ah bah ouais, mais il y a de quoi aussi. Hein. Marche avant, full marche avant. C'est le meilleur moyen pour se faire connaître.
Ouais. Perso, je crois qu'elle est pas prête encore. Non, ouais, pas prête. On sait pas parce que, regarde, Shevchenko, elle a montré qu'elle était humaine dernièrement. Elle s'est prise Taila Santos. C'était pas facile. Avant le coup de tête, elle était perdue, elle était perdante. Avant le coup de tête, elle perdait au point, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour ceux qui s'en rappellent. Et s'il n'y avait pas eu le coup de tête qui avait déstabilisé Santos, je sais pas où on allait au niveau décision. Parce que. Ça peut faire aussi à la Peña contre Nunes, tu vois. C'est-à-dire le premier combat, il y a un gros questionnement. Ouais. La championne n'est pas comme d'habitude. Et le deuxième, où le retour, en tout cas, il peut être gagnant. Il y a un réajustement dans son camp d'entraînement. Tout peut arriver. Franchement, sur des trucs comme ça, c'est assez instable. Partager entre ça et effectivement tenter sa chance parce que c'est peut-être le meilleur moment pour prendre Shevchenko qui est en prime mais en descente de prime léger, et aussi Alexa Grasso parce que Jess Wynn a raison, il faut peut-être un 5 rounds pour se tester sur quelqu'un de robuste, quelqu'un qui va envoyer la même sauce qu'elle. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Donc les gars, je crois que tout le monde est... Je vois bien que tout à l'heure ça a rebondi quand ça a parlé de O'Malley, ça a fait des... Tout le monde a démuté, tout le monde a voulu parler, donc on va parler de O'Malley, on va directement, on va arrêter on va arrêter les chinoiseries, on va parler français. Pour moi, c'est pas un vol, pour moi, il y a 29-28 O'Malley, round 1, round 3 pour lui. Maintenant, c'est pas... je pourrais peut-être rentrer en détail là-dedans si je prépare un petit podcast au calme, mais là, c'est à vous la parole. Alors, je vais commencer par ordre que vous apparaissez dans le stream. Donc, il y a Jess Wynn, après il y a Megwan, Stelio et Steph. Alors Jess Wynn, vas-y, donne-nous un petit peu ton ressenti là-dessus. Elle-même, pour moi, c'est un vol. Il a gagné 2 rounds O'Malley. Attends. Pour moi, on strike. Attends, t'as dit... pardon, Yann, excuse-moi, Yann, ouais, pardon. Yann, pour moi, a gagné 2 rounds, donc c'est un vol. Franchement, striking, les deux, ils se sont fait mal, et les deux, c'était un peu égal, et à mon avis, c'était le contrôle au sol qui aurait dû jouer, qui aurait dû compter. Donc ouais, pour moi, c'était clairement Yann. Après, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai été vraiment impressionné par O'Malley et très déçu par Yann. Je pensais vraiment qu'Yann, il allait Enfin, pour moi, Yann, c'est le gars qui a complètement joué avec José Aldo, qui a joué avec Aljamain Sterling lors du premier combat. Yann, ça aurait dû être du gâteau pour lui. Et O'Malley, oh là là, je fais que de me tromper. O'Malley aurait dû être du gâteau pour Yann, et franchement, c'était assez décevant. Donc très impressionné par O'Malley. O'Malley se fait bouffer en sac à dos par Sterling, à mon avis. Toi, t'es partisan pour dire quand même qu'O'Malley a du mérite. O'Malley a un mérite incroyable. Franchement, je pense qu'il y en a qui s'attendaient à ça. C'est vrai que les cotes étaient très en faveur de Yann, mais c'était pas non plus des cotes à la Mokayev contre Gordon. Donc oui, O'Malley incroyable. Et puis il a quand même mis knockdown Yann. Faut y aller. Yann, il a un super menton. C'est un super striker. On l'a vu contre Sandhagen. Donc O'Malley est vraiment impressionnant. Là, il s'impose vraiment comme un des tout meilleurs strikers de la catégorie. Parce que je le considérais comme tel, en tout cas avant ce combat. Je le considérais pas comme tel avant ce combat, c'est ça que tu dis? Je ne considérais pas O'Malley comme un des meilleurs strikers de la catégorie avant ce combat. Pour moi, Yann, Chito, Hagen, ils étaient meilleurs que lui. Et là, franchement, il m'a vraiment donné tort. Qu'il soit prêt pour le titre. Mais en tout cas, aussi, il a montré une bonne takedown defense dans le sens où, certes, il se faisait mettre au sol, mais il arrivait à se relever quand même, surtout contre la cage. Donc, pour moi, il a perdu le combat, mais il a gagné le respect de tout le monde. Et c'est un peu ce que tu disais dans ta preview, d'ailleurs, Nico, Exactement. Qu'il ne pouvait pas perdre dans ce combat, que dans le sens il perdait, c'était logique, mais qu'il pouvait gagner un respect énorme. Bon, là, il a gagné les deux. On t'entend plus. Tu t'es mute. Ouais, j'avais terminé, en fait. Ah, ok. Oui, effectivement. En fait, le problème, c'est que le fait qu'il ait gagné, du coup, il y a des gens qui le respectent pas pour ça. Et c'est dommage, parce que du coup, s'il avait perdu, ces mêmes gens le respecteraient parce qu'ils diraient, bah, oh, il a montré du cœur et tout, mais bon, il a perdu, mais bien joué à lui. Alors que là, c'est, oh, il a montré du cœur, mais fait chier, c'est un vol. Mais c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui juge, donc en même temps, tu vois ce que je veux dire. Ouais, effectivement, moi j'avais répondu à quelqu'un, je sais plus si c'était sur Insta ou Twitter, il me disait, ouais, O'Malley, non seulement il va se faire détruire, mais sa hype, elle va se casser la gueule.
Peut-être pas en fait, peut-être qu'il peut très bien perdre avec classe, tu vois, en montrant du cœur, en montrant des belles choses. Et bon, voilà, bref. En tout cas, voilà. Meg, c'est à toi. Je peux m'éterniser. Salut. Bah, moi, j'ai trouvé ce combat plutôt... Enfin, il y avait du rythme, c'est sûr. Et en fait, là où j'ai été étonné, c'est peut-être parce qu'en fait, Yann mettait beaucoup... Enfin, il y avait beaucoup d'engagement de sa part et que c'est peut-être pour ça, en fait, que moi, j'avais l'impression qu'il avait... Pour moi, il avait gagné, quoi. Pour toi, il prend Après, le premier round. c'est sûr que quand on... Enfin, moi, je m'y connais pas suffisamment pour dire, ouais, enfin, pour dire comment ça s'est passé exactement. Vous avez vraiment les termes techniques et tout ça, et c'est cool, parce qu'en fait, tout ce que j'écoute, en fait, ça me permet d'apprendre aussi. Et en fait, ouais, c'était un beau match, il y avait beaucoup d'engagement des deux côtés, beaucoup de défense de O'Malley. Moi, j'ai trouvé que c'était un combat vraiment actif. Après, au niveau du jugement, ça, je saurais pas dire. Voilà. Ça, je vous laisse en discuter Alors. parce que moi, j'y connais pas suffisamment. Juste, je vais pas rebondir sur ce que tu as dit, j'ai rien à rajouter. Je vais juste rebondir sur autre chose. Il faut que tu arrêtes de dire j'ai pas mon mot à dire, je m'y connais pas assez, machin. On s'y connaît tous pas assez. On travaille pas à l'UFC, on travaille pas. Moi, je suis pas à la FMMAF, je suis pas arbitre, je suis pas juge, tu vois ce que je veux dire. Donc, on pourrait très bien dire. Enfin, j'ai pas plus ou moins de légitimité que toi. On s'exprime, c'est cool, y a pas de souci. T'as pas à chaque fois à dire. C'est juste qu'en fait, Tranquille, quoi. j'ai peut-être pas la même vision que des gens qui sont plus affûtés sur le truc, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais te casser les jambes lundi, Fred. Oh. De quoi? Je vais te casser les jambes lundi, tu vas apprendre. Ouais, non, je serai pas là lundi. Ah, il va te casser les jambes, il a dit. Mais ça va pas, non? Ouais, je sais, il va me casser. Non, mais parce qu'en fait, on taffe ensemble, on se Oui. connaît bien, donc c'est pour ça. J'adore. Oh, l'autre, il intervient pour dire qu'il va te péter les jambes, le bon pote, tu sais. Mais il le fait vraiment. Hein. Ah ouais. C'est ça le pire. Par derrière, il t'attaque et il claque. Ah ouais, non, il le fait vraiment. D'accord, Steph, c'est pas bien. T'es un brigand. Ouais, je me soigne, je le consulte pour ça. D'accord. Delio, tu veux parler un petit peu de O'Malley Yann, pardon? Ouais, vas-y. Bah, moi, je vois un peu. Je comprends le camp de ceux qui disent c'est un vol et je comprends aussi le camp de ceux qui disent Yann n'a pas fait une très belle performance. Je pense que les juges ont été assez implacables vis-à-vis d'Yann, mais d'un autre côté, je l'ai trouvé. En fait, le truc, c'est qu'il n'a pas utilisé son arme principale, son arme la plus dangereuse, qui est son fight IQ, qui est son intelligence de combat. Yann, il est connu pour ça. Que le premier round, deuxième round, tu vas lui mettre des coups, ok, il va se protéger, mais troisième, quatrième, cinquième, il va comprendre tes intentions, il va te calculer, il va savoir tout ce que tu fais. Et je pense que c'est dû peut-être à une cause de fierté. Par exemple, le deuxième combat contre Sterling après le premier combat, où il a été disqualifié malheureusement. Je pense qu'il voulait vraiment revenir et il voulait vraiment détruire la personne et il a un peu plus fait confiance en ses capacités que, en fait, il a vraiment sous-estimé son adversaire. Et aussi, tu voulais dire quoi? Non, vas-y, fini. Et aussi au niveau de ses performances, Yann, ce que j'aime bien par exemple, une de ses techniques, c'est ses balayages de judo. Il les exécute d'une façon magnifique et il en a fait juste un hier. Ouais, c'est vrai. Si je me souviens bien, il aurait dû beaucoup plus les multiplier. Bravo à O'Malley, sans doute, parce que c'était vraiment le test, c'était vraiment le baptême du feu. Il avait déjà perdu contre Chito Vera et on disait que c'était fini pour lui, que pour la cour des grands, il n'était pas prêt. Là, c'était le moment ou jamais pour prouver le contraire. Bravo à lui. Et maintenant, à voir sur un 5 rounds. Je pense que sur un 5 rounds, ça sera pas la même chose. Ouais. Ok. Steph, tu veux rajouter quelque chose? Moi, sur ce combat, comme beaucoup, je vois Yann vainqueur. J'ai noté O'Malley, il bossait en ligne. J'ai vu des switches de fou de sa part, comme d'habitude.
Je suis étonné qu'Yann il n'ait pas plus travaillé sur le kick parce qu'on sait que c'est la faiblesse d'O'Malley. Après O'Malley ultra rapide, ultra en ligne des jabs de fou, mais un déficit de puissance. Pour moi, j'avais l'impression que c'était pas dans le même caté les mecs en fait. O'Malley donne souvent cette impression. Ah pardon. O'Malley il donne souvent cette impression. Ouais, il est fin. Après, il est ultra rapide, mais je le voyais pas passer Yann. Et Yann m'a un peu déçu. Là, en même temps que je vous parle, je regarde le combat histoire de me rappeler parce que hier j'étais un peu dans l'émotion et du coup c'est un peu dur de se rappeler de tout. Mais moi je vois Yann gagnant, je le trouve vachement plus puissant. À un moment il le prend, il met un takedown, il laisse tomber, c'est un truc de dingue. Oui, il le soulève carrément. Ouais, donc écoute, O'Malley, déjà pour lui c'était une chance d'aller choper Yann le numéro 1, tu vois. Je sais même pas comment il a pu avoir ce combat. Maintenant, je sais pas combien il va être classé aujourd'hui, mais pour le titre, ça va être compliqué pour lui, je pense. Ouais. Mais bon, non, on n'est pas encore là. Il a pas encore... Non, mais au moins il y a été, tu vois. Il y a rien à dire là-dessus. Franchement, moi, il m'a impressionné. Je m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau-là, en fait. Et je pensais qu'il allait se faire rouler dessus, et visiblement non. Et après. C'est ce qu'on dit souvent, quand tu laisses ton combat aller dans la main des juges, et tant pis pour toi. Exactement, je vais rebondir là-dessus justement. Je pense que les juges ne notent plus pareil et qu'on a du mal avec ça encore. Ça veut dire que le contrôle, les slams, le contrôle au sol, le contrôle cage ne suffisent plus. On a vu que Yann avait quand même fait du beau ground and pound, mais peut-être que c'était pas suffisant non plus pour dire il prend le round 1 pour ça, parce que les O'Malley boxait, comme tu dis, en ligne, il y avait beaucoup de touches, parce qu'il touchait propre, hein, et on pensait que c'était des petits impacts, des petits machins, mais ça, les juges le notent, on peut pas l'enlever, donc il y a ça, et aussi les esquives d'O'Malley millimétrées, elles sont incroyables. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans du l'un contre l'autre et tout. Ça mérite un podcast. Voilà, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense que ça mérite un podcast. Il y a une question de frappe significative, tu mets 2 petits jabs du gauche, c'est moins bien qu'une belle droite, tu vois. Donc, après, donc O'Malley a plus touché peut-être, mais c'était pas significatif par rapport à Yann, de mon point de vue. Après, on a tous notre notre en fait, ça dépend de l'affinité avec laquelle dans quel domaine aussi comment on regarde le combat. Alors, moi, il y a des choses qui me tiennent à cœur. C'est valable pour ce combat et c'est valable pour d'autres combats qui sont arrivés avant. C'est la façon dont on regarde un combat. Je le sais pour le vivre moi aussi quand ça m'arrive. Quand j'ai un combat, pas que j'idolâtre, hein, mais je mets des gros guillemets là-dessus, mais que je kiffe, on a quand même tendance à l'observer, lui, à observer ses déplacements, à le regarder. On se focalise pas trop sur le mec en face. Là, clairement, quand on le regarde sur RMC, on a le matrixage des commentateurs qui est là, pour le coup, était assez dithyrambique, quoi. Je trouvais que c'était même un peu extrême. Il y a le bruit de la salle. Il y a éventuellement, si on le regarde en américain, Cormier, alors ça aide encore moins, surtout qui est pro-lutte. Et il y a le petit Twitter qui s'affiche en bas à gauche, qui aide pas du tout avec tout le monde qui est là à dire ouais, 19, 2 rounds pour un tel, machin. Et en fait, du coup, on en vient à ne plus penser par soi-même, quoi. On en vient à se dire, s'ils le disent, si en plus RMC le met en avant, c'est que... Enfin, pas RMC, mais la chaîne qui est broadcast, quoi, par l'UFC. On en vient à plus avoir sa libre pensée, quoi. Et du coup, je dis pas qu'il faut éteindre le son, je dis pas qu'il faut se couper de tout ça, mais il faut garder un petit peu de clairvoyance et se dire, moi, comment je l'ai vécu, en fait, tout simplement, tu vois. Comment moi, je l'ai vécu en ayant regardé les deux combattre, sans regarder un tel ou un tel, voilà. Donc je vais pas rentrer dans une espèce de monologue un peu pourri, un peu moralisateur et tout, mais je pense qu'il faut que ça passe par là, en fait, pour juger un combat. Et je sais pas si, Steph, tu te rappelles, t'étais sur le Discord, mais j'avais dit que Daniel Rodriguez allait battre Li Jingliang après avoir vu le combat, tu te rappelles? Ouais, après, si je peux parler, c'est sûr que quand tu dis on regarde un combat, on n'est pas objectif. Tu vois, moi j'ai regardé le Ned Diaz, le Ned Edwards, moi 10 000 fois, je te dis que Diaz il a gagné, tu vois. Ah ouais. Donc ouais, après c'est un mode supporter. C'est quand t'es fan d'un combattant, tu le vois gagner quoi qu'il arrive. Alors c'est clair, je te parle de Diaz Edwards parce que c'est flagrant. Le mec il s'est fait rouler dessus pendant tous les rounds jusqu'à 30 secondes de la fin. Ouais. Moi je le donne gagnant. Mais c'est parce que on est forcément pas objectif et c'est pour ça qu'on est passionné et qu'on se lève à 4h du matin pour regarder, tu vois. Donc
Après, ouais, le scoring, de toute façon, le 19-18 au MMA, ça n'a pas de sens. Faut arrêter ça, c'est pas de la boxe, c'est autre chose. Bon, pour moi, c'est un scoring qui a pas de sens. Après, c'est juste mon avis. Ouais, mais bon, faut faire avec puisqu'il est là. Et effectivement, des fois, Ah ça ouais, arrive pas le qu'il y ait choix. un beau 18. Je sais pas s'il y en a eu un là. Il y en a eu un, non? Non. Non? Non, il score jamais 18, c'est super rare. Ouais, ça arrive quand même. Hein. Mais là, je crois pas qu'il y en ait eu un cette soirée. C'est assez équilibré dans l'ensemble. Bon, voilà. En tout cas, voilà, je voulais pas faire le vieux gars qui donne des conseils comment noter un combat et tout. Mais ça peut aider pour se détacher un peu de son côté émotionnel et tout sur un combattant. Ça peut aider d'écarter ça, d'écarter le tweet en bas, d'écarter les commentaires, d'écarter. Ça te donne une bonne idée de podcast, ça. Franchement, non, mais ça aide vraiment, ça aide. Voilà, ça aide. Donc voilà, bon, il y a je sais pas si on a fait le tour avec O'Malley et Yann. Moi, ce que je constate, c'est que vous êtes tous les quatre à dire la même chose. Je l'entends, ça me fait pas changer d'avis, mais je l'entends et puis je pense que la planète elle est divisée. Par contre, c'est con parce que j'ai reçu plein de messages sur Insta, sur mon téléphone, qui me disent je suis d'accord avec toi, O'Malley il a gagné et tout, et ils sont pas venus, ils sont pas venus témoigner, donc ça fait chier. Ils pouvaient pas, il y en a un qui avait. C'est seul au monde. Ouais, je suis seul. Non, mais ça va, j'ai pas de pression. J'assume. De toute façon, pour ceux qui écouteront après le podcast, je pense qu'ils vont rebondir encore dessus. Mais voilà, non, il y a pas de souci. Moi, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec mon critère de notation et bah, ça me donne raison. Après, ça veut pas dire que j'ai raison. Ça veut juste dire que je suis en adéquation avec ce que j'ai vu. C'est tout. Après, j'ai pas la science infuse. Il y a pas de souci. Je peux tout entendre vraiment là-dessus. Je vous donne pas tort pour autant. Voilà. Il y a TG, pour passer au combat suivant, il y a TG qui a dit un truc à la fin de son combat qui m'a choqué. C'est qu'il s'était démis l'épaule 20 fois pendant son training camp. Ça veut dire que le mec, alors je vais pas commencer à faire des maths foireuses, mais en gros, il se déboîte l'épaule un truc genre 2 fois par semaine, quoi, si je dis pas de conneries. Je sais pas si c'est un truc qui vous a choqué ou si vous avez même pas capté qu'il avait dit ça. Mais enfin, je sais pas si c'est commun chez les athlètes professionnels, mais moi, ça m'a choqué d'entendre ça. Je sais pas si c'est vrai. Enfin, faut savoir si c'est vrai ou non, si c'est prouvé, parce que je sais pas si vous vous souvenez, c'est un combat qui s'est passé il y a pas très longtemps. Ortega contre Rodriguez. Ortega qui se déboîte aussi l'épaule sur une sortie, il peut pas continuer, quoi. C'est vraiment une douleur indescriptible. Hein. C'est sur le coup. Mais Titi ne consomme peut-être pas les mêmes produits qu'Ortega. Ouais, il y avait une photo avec lui et je sais plus qui, Chandler, je crois. Où il est, où limite, Dillashaw, il est aussi épais que Chandler. Il est, Bah, de toute façon. Il est aussi balèze que. On peut l'adorer hein, pour beaucoup de choses, mais après, je pense que là, en ce moment, il divise beaucoup. Hein, il divise beaucoup. Hein. Ça a pris un coup à son aura, hein, tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a été mis sur la table. C'est pas plaisir. C'est encore pipi violet, tu crois? Quoi? C'est encore pipi violet, tu crois? Je sais pas. Secret Juice. Je sais pas du tout. Ce que j'aurais aimé, c'est que Cody Garbrandt soit encore à son prime aujourd'hui. Ça, c'est mon grand regret pour venir faire la trilogie et dire je te la colle sans stéroïdes. J'aurais bien aimé. Malheureusement, Cody n'est plus du tout. Il n'est jamais revenu. Non, il n'est jamais revenu. Clairement, ce femme s'est envolé. Ouais, là-dessus, il y a. Enfin bref. La performance de Sterling qui commence. Moi, je veux bien. Vas-y. En lutte, ça a été un truc de ouf ce qu'il a fait. Il lui a fait vivre l'enfer. Il a été sur son dos tout le temps. Alors en effet, l'épaule démise, ça s'est vu. Donc je pense que tu peux pas combattre avec une... même si je vais être objectif parce que je peux pas blairer type j'ai dit la chose. Pour moi, un mec qui s'est fait prendre, il a plus sa place. Mais Sterling, il a tout fait. Il lui a mis des gros kicks, il lui a fait une lutte de dingue, il était sur son dos tout le temps, il lui a fait du ground and pound, il a frappé au corps. Ouais, je pense que Dillashaw, là, aujourd'hui, à mon avis, il est au mode Doliprane et aspirine, tu vois. Ouais. Jess, il est parti pisser. Ouais. Non. Écoute, alors moi, je trouve que c'est un scandale absolu, en fait, que Dillashaw soit venu dans ce combat blessé à ce point. Ça rappelle déjà, en fait, c'est personnel, mais pour les mecs qui parient comme moi, c'est pas cool. Et aussi, normalement, les commissions athlétiques, donc là, je sais pas si c'était la commission athlétique du Nevada, là où est basé l'UFC, ou celle des Émirats Arabes Unis, mais normalement ils sont pas censés passer ça, c'est-à-dire qu'ils le combattant avant, et s'il y a des blessures trop graves, ils doivent pas le laisser combattre.
Il a déposé à Dana White durant la conférence de presse post-fight, et il a dit que que TJ Dillashaw avait l'air d'aller bien. Après, tous les combattants arrivent blessés à chaque fois. Franchement, durant un training camp de, je sais pas, 2 mois, tu arrives forcément avec des blessures, mais à ce point, c'est problématique, et ça me rappelle beaucoup le Curtis Blades et Thomas Spinal. Thomas Spinal avait déclaré après qu'en fait il était déjà blessé au genou, et forcément ça c'est des trucs où les mecs doivent se retirer du combat, quoi. Je comprends que c'est difficile de se retirer, mais quand on a des blessures comme ça, c'est pas possible. Surtout que ça peut complètement ruiner un événement, comme c'était le cas avec Spinal et Blades, où ils étaient main event d'un donc au niveau de l'équité, ça va pas. Et je trouve que c'est compliqué d'analyser le combat en sachant que TJ Dillashaw, il avait un bras en moins, quoi. Et c'est aussi dommage pour Sterling, pour qui tout le monde le réduit un peu, le sous-estime. Donc il y a le premier combat contre Yann où il gagne sur un genou illégal, le deuxième qui était assez contesté. Certains le voyaient pour Yann, certains le voyaient pour Sterling. Et maintenant, il affronte un type qui a un seul bras. Donc maintenant tout le monde se dit waouh, Sterling il a pas un seul vrai match de championnat en guillemets, quoi. Donc c'est vraiment dommage pour tous les deux, en fait, et pour les fans. Je comprends ce que tu veux dire. Je partage vraiment ce que t'as bien parlé. Je suis assez d'accord. Et je pense aussi que, alors apparemment Sterling avait dit, c'est Godard je crois qui arbitrait. Je crois qu'il l'avait prévenu qu'il allait potentiellement se popper l'épaule. Et en gros ça voulait dire si mon épaule elle saute, laisse-moi combattre. Et je sais pas comment ça va être vu en interne, mais ce genre de truc, de lien qu'il y a entre un combattant et un arbitre, tu sais, je sais pas, ça me paraît bizarre. Que t'aies le droit d'aller voir l'arbitre avant le combat et de dire s'il arrive ça, laisse-moi continuer. Enfin, ça me paraît un peu chelou, tu vois, comme genre si je suis TKO, laisse-moi continuer. Enfin non, je sais pas, ça influence l'arbitre. Je trouve qu'à un moment donné, tout le monde était d'accord pour dire non mais là, faut que ça s'arrête, quoi. Et moi, c'est des trucs qui m'interpellent, tu vois. Ça a l'air comme ça, la télé, on dirait c'est normal. Personne rebondit, personne ne dit rien. Mais merde, je sais pas, c'est pas normal, en fait. Non, il n'y a rien de normal dans... Il a dit 2 choses qui sont des dingueries, en fait. Il dit, j'ai parlé à... Mais c'est ça. J'ai parlé à l'arbitre pour lui prévenir que mon épaule allait sauter. Et mon épaule a sauté 20 fois pendant le camp d'entraînement. Mais normalement, sur sa déontologie, l'arbitre, il dit direct stop. Non, c'est mort. C'est lunaire quand il pense que le discours, il est lunaire. Le mec, je sais qu'il a son fan club, je sais que c'était un bon combattant et tout, mais là, franchement, en termes de communication, moi, ça me paraît, mais si tu réfléchis bien vraiment à ce qu'il a dit, mais c'est ouf en vrai, c'est presque illégal de parler comme ça, tu vois. Genre, je me suis arrangé avec l'arbitre pour qu'il me laisse. C'est presque ça en fait, c'est bizarre, tu vois. J'ai pas. Bon, je vais pas insister 3 heures, mais moi ça me. Meg, Stelio, on vous a pas entendu sur le sujet. Vas-y Meg, commence. Très clairement oui, j'ai vu quand je me suis aperçu que son bras avait sauté, sur le moment en fait je comprenais pas qu'ils arrêtent pas le combat. Le truc c'est que effectivement j'avais déjà vu un reportage où en fait il avait déjà été blessé, que ce soit au genou, à l'épaule, et donc on savait que ce mec-là était fragile. Après, il a voulu y aller quand même. Tant pis. Après, en fait, moi, ce qui m'a énervé, c'est que le combat soit pas arrêté, parce qu'en fait, je trouvais ça barbare et illogique, en fait. Ouais. Mais sauf que après, j'ai compris qu'en fait, le mec avait prévenu, avait dit à l'arbitre que ça risquait d'arriver. Et après, en fait. Je sais pas si c'est une excuse pour l'arbitre. En fait, je pense que l'arbitre, il aurait dû clairement dire ouais, mais en fait, si t'es pas en capacité de combattre, faut pas combattre, en fait. Parce qu'on n'est pas là pour envoyer les mecs à la mort, quoi. On n'est pas là pour juste venir prendre son chèque, surtout, quoi. Ouais, mais c'est clairement ça. Excuse-moi, mais. Non, mais c'est ça, en fait, c'est que le mec, il y va. On sait que. On connaît un peu son parcours, on sait que il a fait ce qu'il a fait, qu'il a eu des problèmes de dopage, tout ça, machin. Après, moi, c'est ce que je disais à Steph hier, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Oui. Sauf que là, arrivé à un moment donné, quand tu vois que physiquement, le mec, il n'y arrive plus, faut peut-être, s'il n'est pas
lui-même de se dire ouais, il faut que j'arrête, bah faut peut-être le lui dire et clairement. Surtout qu'il a des cuttings brutaux, Dillashaw. Hein. C'est dur pour lui. Hein. Ouais. C'était Ouais, ça doit pas être simple. Ouais, c'est sûr que ça doit pas être simple. Bah, mais, en fait, moi, en fait, ce que j'ai le plus retenu de ce combat-là, c'est ça, en fait. C'est ce côté barbare du truc, de se dire, putain, le mec, il a l'épaule déboîtée et on le laisse continuer à combattre. Bah, je trouve pas ça logique, en fait. Vas-y, Stelio. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce combat-là, parce qu'en fait, c'est dommage, l'autre, il est en train de taper sur un mec qui a qu'un seul bras, et donc on peut pas vraiment juger, en fait, sa façon de combattre. Puisqu'il se bat contre un mec avec un seul bras. Donc, ouais, c'est Jess Wynn, quoi, juste avant, qui disait ça. Que... Non, Meg, Jess Wynn qui disait, bah, t'enlèves toute légitimité aussi à Sterling, tu vois, pour le coup, parce que ça fait 3 fois qu'il a le titre, et puis à chaque fois, il y a un problème. Ouais, je suis d'accord, pardon, Stelio, excuse, à chaque fois, je te dis... Non, pas de problème. C'est bon? Pas de souci. Ouais, c'est bon, aucun problème. En fait, il y a une décision arbitrale, je pense que tout le monde est d'accord sur ça, elle est vraiment étrange. C'est-à-dire que je vais reprendre l'exemple de Yair Rodriguez contre Ortega, c'est la même blessure. Il se déboîte l'épaule pareil, mais le combat est directement arrêté. Bah ouais. Là, encore, tu pourrais te dire, ça fait chier parce que c'était le combat principal du Fight Night. Là, je ne comprends pas. Et pourtant, ils avaient les moyens de faire ça aurait été décevant, mais je veux dire par là que l'UFC d'hier, il y avait des combats de prestige et on n'aurait peut-être pas oublié le combat, mais au moins on serait passé à autre chose, tu vois. Et je comprends pas le fait que à la seconde où l'épaule est sortie, je comprends pas pourquoi il y a eu. Je comprends pas, il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu de stoppage. En fait, à part des grimaces, c'était compliqué pour Godard de voir l'épaule popper. Tu vois, il n'avait pas les yeux rivés sur sa clavicule, tu vois ce que je veux dire, je pense. À part les mimiques, parce que Dillashaw, il avait des mimiques où on voyait qu'il y avait un problème, et nous-mêmes, au début, je me disais à mon pote... Mais il est fait pour ça, l'arbitre, c'est pas méchant. Mais... Je vois pas ce qu'il a, Dillashaw, on voit qu'il y a un problème, mais je vois pas où. Et je pense que c'est à l'interround qui aurait pu avoir une intervention. Mais oui, après, voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que moi, je suis pas médecin, je suis pas kiné, je suis pas ostéo. Va savoir si Dillashaw, il se connaît pas et il sait lui-même que quand ça pop, à force, il a tellement plus d'articulation qu'il le sent même pas pratiquement. Tu vois, à la limite, peut-être qu'il le vit comme juste un petit désagrément et qu'il se dit, bah, je vais quand même tenter de continuer. Tu vois, peut-être c'est ça aussi. Ou alors, c'est que vraiment, il y a eu un problème de communication entre l'arbitre et le camp. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Ouais. Après, on n'est pas au cœur du truc. C'est quand même bien appuyé dessus. Ouais. Sterling, j'ai trouvé qu'il n'a pas spécialement profité plus que ça de l'information qu'il a vue, parce qu'il a eu à l'intérieur de l'information, apparemment, que c'était l'épaule gauche, et j'ai pas trouvé justement qu'il ait plus que ça insisté. Genre, on l'a pas vu s'acharner à coups de coude sur l'épaule gauche, quoi. Il a joué son jeu habituel, mais j'ai pas spécialement vu de manque de fair play justement à ce niveau-là. Ah d'ailleurs, il y a un truc de fair play que j'ai relevé, c'est O'Malley qui met le doigt dans l'œil de Yann et qui s'excuse et qui demande à l'arbitre si c'est bon, alors que l'arbitre l'avait même pas vu. Ça, j'ai trouvé ça cool. Rien à voir, voilà. Je sais pas si t'avais fini sur le sujet, Stelio, vas-y, je te laisse la parole. Non mais voilà, c'était juste pour dire qu'il y a eu c'est juste le corps arbitral qui... Je vais parler comme dans le foot, le corps arbitral qui a été très très mauvais. Voilà, c'est tout. En fait, le problème, c'est que j'ai du mal à noter les performances quand il y a ces trucs comme ça. Sterling, sinon, sur le combat en général, ça a été un aller simple. Hein. Bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Et je sais pas, je crois que c'est Jess Wynn qui a dit que ça met un coup à la réputation de Sterling, déjà avec l'acting sur le genou de Yann, l'acting, et là encore aujourd'hui, c'est chiant pour lui. Quoi. Ouais. Je pense que lui, il fait avec, il s'en fout, je pense, mais effectivement, aux yeux de la popularité, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, écoute. Les gars, il nous reste 10 minutes, un petit quart d'heure. Parce que là, ça va faire Sterling, c'est un super bon combattant, mais du coup, il a hype personne, en fait, avec tous ces combats. Ah ouais, effectivement. Quand même, je pense. Alors que c'est un guerrier, hein. Il est quand même à son prime, là. Ouais. Il a un joli prime, là. Tu vas nous faire le main event. Là, faut voir qui on va lui mettre, en fait, pour voir un peu si... comment dire ça peut être hypant de le voir combattre. Parce que moi, j'ai plus envie de le voir contre Yann.
Clairement, Dillashaw, j'ai pas envie de le voir réavoir une chance au titre. Déjà, c'était inespéré qu'il ait une chance au titre après avoir battu Cory Sandhagen et après être revenu 2 ans de suspension pour dopage. Je trouve qu'il a chié sur pas mal de monde. Je pense que Sean O'Malley devrait affronter Marlon Vera. Ça serait cool pour une revanche. Vraiment, histoire de dire on efface ce qui n'avait pas marché et je légitimise mon step-up. Et donc, ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile, mais pourquoi pas. Et je vois pas du coup qui arrêterait pour Sterling pour l'instant, vu que Volkanovski va se taper l'ami Makhachev en poids au-dessus. Donc je pense pas qu'en plus que Sterling ça l'intéresse de monter. On a vu qu'il est à l'aise avec son cutting. Il est vraiment bon par contre pour ça. Hein. Il a une santé. Il est pro. Hein. Franchement là, faut le noter. Donc je vois pas. Vraiment, je vois pas. Et à Cruz, il est dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, pourquoi pas une montée de Figueiredo? Bah là déjà ils vont s'affronter avec Moreno pour une 5e ou un 4e, je sais plus. Encore bah ouais, à Rio, en février je crois, en mars. Ah ouais. Donc c'est mort. Non là Sterling il est un peu, là je pense qu'il va se détendre. Hein. Il va se détendre au moins 6 mois facile. Hein. Parce qu'il y a personne. Hein. Clairement Djashvili c'est pas possible. On est d'accord. Sandhagen bon bah hein, c'est pas ouf. Enfin c'est pas ouf. Toute proportion gardée, pardon. Rob Font, Dominic Cruz, Munoz, il y a eu un coup de frein. Comme je disais, moi j'aimerais bien voir Vera contre O'Malley, mais après si Vera il pousse pour avoir Sterling, il peut, je pense. Mais j'ai vu un tweet passer de Vera et je pense que c'était pour O'Malley. Après je sais pas, ça a confirmé. Mais en tout cas on va voir. On peut parler du main event, de Bronx Oliveira contre Makhachev. Voilà, félicitations à Makhachev qui m'a bien bluffé parce que pour le coup je voyais vraiment Oliveira loin devant, mais quand je dis loin devant c'est par rapport à tout quoi, vraiment tout ce qu'on avait vu jusque là, je voulais pas me dire, je voulais pas prendre en compte tout ce qu'avait fait Makhachev parce que je légitimisais pas les accomplissements de ses adversaires. Et ben j'ai eu tort, je l'admets. Et félicitations à lui. Et j'ai trouvé aussi que... juste après, je prendrai plus trop la parole là-dessus, mais voilà, je termine. Je pense qu'Oliveira, dans les yeux, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Il était éteint. Avant même que ça commence, il y a quelque chose qui allait pas. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de prise de risque, il n'y avait pas cette folie de d'habitude. Il a fait tout ce que... l'inverse de ce que j'attendais. Enfin, il a fait tout le cauchemar, le pire cauchemar de ce qui aurait pu arriver. Combattre avec la peur, la crainte de prendre des takedowns, la crainte de quelque chose. Un combattant qui combat contre nature, ça fonctionne pas et à ce niveau-là, ça paye. Et donc voilà. Bon, bravo à Makhachev et à son corner parce que je pense que la pression du corner, l'attitude, le tout, il y a un tout, il y a une puissance qui se dégageait. On l'a vu physiquement, il y avait tout. Donc félicitations parce que je pense que pour le bouger maintenant, ça va être costaud. Là-dessus, je vous laisse la parole à commencer par. Allez, Steph. Alors, ouais, moi, forcément, Team Oliveira, tu vois. J'ai été super surpris du striking de Makhachev. Putain, il est costaud, le bonhomme. Il a envoyé des points au départ. Oliveira, normalement, debout, il tient, tu vois. Il m'a impressionné. Je m'attendais pas à ce niveau-là en striking. Et comme tu dis, Makhachev, on l'avait jamais vu contre des gros noms. Quand tu sais qu'Oliveira, il a pris Poirier, il a pris Gadji, il les a tous pris. Je l'ai trouvé en dessous au niveau striking, c'est ça qui m'a le plus surpris en fait. Il s'est mis comme d'hab, il a pris un takedown, il s'est mis sur le dos avec la confiance en son JJB, mais Makhachev en lutte, waouh, c'est le gars, t'as l'impression que s'il te tombe dessus, c'est un bâtiment que t'as sur toi. Il m'a fait. J'ai pas vu de gros kick. Ouais, c'est. J'ai été vraiment étonné, je m'attendais pas à ça en fait. Makhachev m'a surpris. Je pensais, et puis comme tu as dit, dans les yeux d'Oliveira, comme quand il a tapé, je trouve qu'il a tapé vite. Il en peut peut-être. Ouais, je sais pas, il a peut-être plus envie, j'en sais rien, mais je l'ai pas senti avec toutes les guerres qu'il a faites, je sais plus, avec toutes les guerres qu'il a fait, putain, contre des gars qui avaient. Poirier Gadji, c'est pas rien, tu vois. Et il m'a un peu déçu, on va dire. Je m'attendais pas à ça. Et pourtant, j'étais, comme tu dis, quand tu regardes un combattant avec les yeux, tu regardes plutôt lui que l'autre. J'étais vraiment à fond Oliveira. Et j'ai l'impression qu'il a pas vu le jour, quoi. Ouais, Makhachev je m'attendais vraiment pas à ça. Entre son discours, je vais le tuer dès le premier round et ce qu'il a fait, comme tu as dit, dans ses yeux, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Je sais pas pourquoi. Après, il a fait un tweeting de dingue. On a vu des vidéos où
où le mec avec les serviettes, t'as l'impression qu'il est en train de mourir. Est-ce que la préparation était bonne ou pas? Je l'ai pas trouvé à la hauteur de d'habitude, on va dire. Ok. Stélio? Ouais. Vas-y. Alors, pour moi, ce combat-là, j'étais plutôt côté Makhachev. Ok. Je voyais bien que Oliveira, il était très dangereux, mais j'avais confiance en les capacités de Makhachev pour gagner. Ouais, déjà, avant le combat, au niveau des face-à-face, c'était pas vraiment la même chose. Quand je compare le combat, l'avant-combat, Gaethje contre Oliveira, il y avait, je sais pas comment t'expliquer, il y avait cette envie-là de le tuer dans les yeux d'Oliveira, mais là, c'était complètement éteint et le différentiel de puissance lors du combat, Makhachev, je sais pas s'il était plus lourd, mais il dégageait beaucoup plus de force que Oliveira, tu vois. C'est même debout, les jabs, ils faisaient mouche. Et c'était étonnant, même comme disait Steph, c'était étonnant de voir Oliveira ne pas répondre debout alors qu'il avait mis un bon crochet contre Gaethje, enfin contre des mecs qui en striking sur le papier est plus difficile à combattre sur le plan du striking et voilà quoi. Ça a été un aller simple pour Makhachev. Ça a été, il a vraiment écarté tout le doute. Et le combat aussi était attendu. Je pense que c'est peut-être ça qui a mis un peu mal Oliveira que ce combat-là soit beaucoup plus médiatisé que d'habitude. Est-ce que c'est pas compliqué pour Oliveira d'enchaîner cette surmédiatisation aussi et tous ces 5 rounds? Ça doit être dur à la longue parce que mine de rien, c'est un cap. Mine de rien, c'est un cap très important à passer, ça. Faut l'assumer, les 10, je sais plus, 11 victoires il avait d'affilée. C'est du poids. Ousmane, il l'avait dit l'autre fois, quand il a perdu, il était soulagé. La couronne est lourde. Je crois qu'il y a un truc à un moment donné, tout est lourd, tout est dur. Tout est plus dur, on dirait qu'ils sont, avec la gravité, là, tout est besogneux et tout, je pense que... Ouais, tu dois garder une réputation en plus, tu vois, quand t'arrives vers la ceinture, ça va encore, tu peux perdre, mais tu peux revenir. Quand t'es champion, il y a beaucoup plus de lumière sur toi, et la couronne est lourde, comme il disait à Leon Edwards. Ouais. C'est vraiment ça. Jess, je vais te demander ton avis, et je vais aussi te poser une question. Est-ce que tu penses qu'à ce niveau-là, Oliveira peut progresser pour revenir? Je pense notamment au parpaing qu'il a pris et qu'il l'a emmené au sol, tu vois. À toi. Progresser, oui. Est-ce qu'il peut battre Makhachev? Non, à mon avis, non. Moi, je suis à fond Team Oliveira, c'est un de mes combattants préférés, mais je ne le vois vraiment pas gagner contre Makhachev. Tout le monde disait que Oliveira a un meilleur striking que Makhachev, ce qui est probablement vrai. Mais le truc, c'est que quand il y a le risque d'un takedown, le striking est beaucoup plus efficace, en fait. Et on voyait que, on peut dire ce qu'on veut, mais Oliveira n'était pas à l'aise au sol avec Makhachev. Et moi, je voyais pas forcément Oliveira réussir à soumettre Makhachev parce que on peut prendre un de ses derniers combats contre Michael Chandler. Michael Chandler, il a un point commun avec Makhachev. Ce sont deux gros lutteurs, mais qui sont extrêmement forts physiquement. Physiquement, ils sont très forts. Plus Oliveira, probablement. Et Oliveira a réussi à avoir le dos de Chandler, mais il n'a pas pu le soumettre. Et une des raisons, c'est parce que Chandler est très fort. Et là, c'est la même chose. Je vois absolument pas Oliveira réussir à soumettre Makhachev, alors que ça aurait été probablement sa seule moyen de gagner face à lui. Donc, match-up vraiment compliqué pour moi. Oliveira, il gagne contre à peu près tout le monde dans la catégorie, sauf peut-être contre Makhachev, contre un énorme lutteur. Contre un énorme lutteur comme ça, franchement, c'est compliqué. Il vient du sambo. Ouais. Arrive clairement à maîtriser quelqu'un au sol avec son ground and pound sans se faire soumettre. Excuse-moi de te couper, Jess. Mais si je vois quelqu'un battre Makhachev, alors les gens vont se foutre sûrement de moi, mais vont sûrement se moquer de moi, mais je verrai peut-être Chandler. Parce que il avait dit Jess Wynn, ce sont deux gros lutteurs très physiques qui dégagent beaucoup de puissance, mais à la différence près où Chandler, il va lutter soit parce qu'il se fait dominer debout, soit parce qu'il est dans le rouge niveau cardio. Et aussi, Chandler n'a pas peur de prendre des coups. Comment ? Ouais. Alors, je vais laisser finir. Les gars, je vais laisser finir Jess et Meg, et après on parle du potentiel futur pour la KT, ok ? Vas-y, Jess.
Du coup, pour moi, ça peut-être que le cutting jouait un petit peu, voilà, la médiatisation, etc. On dit qu'il a souvent fait des 5 rounds, mais enfin, certes, ses combats pour le titre étaient en 5 rounds, mais ça n'a jamais dépassé le 3e. Donc, contre Gaethje, 2e contre Chandler, 3e contre Poirier. Donc, à mon avis, quoi qu'il arrive, il aurait vraiment, enfin, sur le combat, il en perd 9 contre Makhachev. C'est juste un absolument terrible pour lui. Pour moi, c'est un peu similaire à Whittaker et à Adesanya. Whittaker, on se dit, c'est le meilleur middleweight, mais il a un cauchemar devant lui au niveau du match-up qui est Adesanya, et probablement qu'il va jamais le battre. Et là, on voit la même chose, en fait. Et Makhachev, c'est un cauchemar pour tout le monde. Et je suis assez d'accord avec Stelio sur le fait que ridicule, mais Chandler aussi, c'est... Enfin, ouais. Size make fight, et Chandler, c'est peut-être celui qui peut poser problème à Makhachev sans dire qu'il pourrait le battre. Ok. Si t'as fini, je laisse la parole à Megwan. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rapide. Après, en fait, j'en avais déjà discuté avec Stéphane. Je trouvais que son cutting, il avait été... à chaque fois, le mec, il va vachement loin, Oliveira, question cutting. Et en fait, hier, physiquement, j'avais l'impression qu'il n'avait pas récupéré, en fait... alors, peut-être je me trompe, mais j'avais l'impression que face à Makhachev, en fait, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas le même gabarit, les mecs. Il n'avait pas rebondi. Ouais, c'est ça, en fait. J'avais l'impression qu'il n'avait pas réussi à récupérer de ce truc-là, et clairement, j'avais l'impression... moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais il est fatigué, en fait. D'accord avec toi. Je l'ai dit, d'ailleurs, dans le serveur, dans le Discord, j'ai dit, putain, on dirait qu'il a pas récupéré de son cutting. D'accord avec toi. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait pas repris son poids. Je pense que, je sais pas, il y a peut-être eu un truc, j'en sais rien, après. Mais oui, effectivement, ça a été rapide, et l'autre, il avait rien à perdre, il était là, quoi. Il était à donf, donc forcément, ça a joué en sa faveur, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on on peut adorer Oliveira, c'est certain que ça a été rapide et fatal pour Oliveira sur ce coup-là, en tout cas. Okay. Je disais, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que aujourd'hui, après cet événement, c'est Dariush et Chandler, les deux noms qui ressortent en premier, pour concurrencer Makhachev? Clairement. Obligé de parler de Dariush. La défense qu'il a fait contre Gamrot, c'est effrayant. Hein. Est-ce que Makhachev aura la même volonté que Khabib pour tenter autant de takedowns que ça sur un 5 rounds? Alors, déjà, la première chose à mettre sur la table, c'est que ce sera ni l'un ni l'autre qui vont l'affronter, c'est Volkanovski, apparemment. Apparemment, tout est fait pour qu'il y a eu un scénario à la WWE hier soir pour nous dire ça va se faire en février, apparemment. Ça laisse à peu près 3 mois et demi, 4 mois de prépa pour... c'est parfait, hein. Moi je pense que c'est pas mal, pourquoi pas. Après, physiquement, je pense que Volky, il est un peu juste. On l'a vu hier soir, hein. Je pense que au niveau de la taille et du physique, ça risque d'être compliqué. Pas au niveau des compétences martiales, hein. Ça, j'en doute pas une seconde qu'il a des années-lumière. Enfin, pas des années-lumière, mais qu'il est prêt. Mais voilà, dans la catégorie, si Makhachev devait revenir après ce combat-là, s'il devait revenir dans sa catégorie, clairement, Dariush a montré qu'on pouvait l'appeler, qu'on pouvait compter sur lui. Et Chandler, c'est vrai que il y a le trio là, un peu Poirier, Chandler et Gaethje. Bon, on a vu que Gaethje, il avait des petites failles même mentales. On a vu que Poirier au sol, c'était compliqué dès qu'il passait un certain niveau. Et par contre, Chandler, quand il se fait éteindre, avant ça, c'est qu'il a montré aussi un beau combat. Par exemple, Oliveira l'a éteint, mais c'est lui qui passe pas loin de le finir. Et là, l'histoire n'est plus la même. Donc c'est vrai que c'est ces deux noms-là qui ressortent. Donc je sais pas, à voir. Et il y a aussi, l'opportuniste, le légendaire, l'habituel Conor McGregor, qui potentiellement, on ne sait pas, hein, non mais les gars, faut le dire. Lui, il est capable d'être classé 15 et de faire un tweet et de passer numéro 1 devant tout le monde. Il est capable de chier sur tout le monde en 2 temps 3 mouvements, donc il peut finir son film. Déjà là. qu'il passe l'USADA. Ouais, à mon avis, il va faire son film, il va passer 6 mois à l'USADA, et puis va savoir... Ouais.
juillet-août l'année prochaine, si Makhachev il est toujours champion, moi ça m'étonnerait pas qu'il passe devant les gars quoi, parce que c'est pas Dariush avec le. C'est frustrant. C'est pas le. C'est frustrant pour les athlètes. Ouais. Bah oui, c'est frustrant, ouais. Mais là, c'est une histoire d'argent. C'est pas l'aura de Dariush et Chandler qui vont y changer grand chose. Hein. C'est pas leur communauté qui vont. C'est surtout Dariush. Hein. Alors, clairement, si Connor il décide de passer devant, pas de problème. Il passera devant. Par contre, Connor, je pense, ne passe ni Dariush ni Chandler. Je pense qu'aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Peut-être Chandler, mais pas Dariush, je pense pas. Clairement, là, il m'a impressionné, mais de fou, quoi. C'est incroyable. Ah, le combat Dariush-Gamrot, faut que t'en parles. Hein. C'était. Alors, moi, c'est un truc de dingue. Il y a tout. Dariush, moi, c'est un combattant qui me hype pas parce qu'il est fade. Mais par contre, dans la cage, il est pas fade du tout. Hein. Il est pas il est pas fade du tout. En dehors, il communique pas, il fait rien. Le mec, tu peux pas être fan de lui, tu vois. Mais par contre, le taf, il le fait, ça c'est sûr. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, j'étais un Gamrot. Gamrot, il m'impressionnait. Mais Gamrot, il a tout tenté. Dariush, il n'y a rien qui est passé. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve que Gamrot, ce qui est cool, c'est que quand il a pas de solution, il en trouve quand même. Donc, on peut pas lui... Vraiment, il y a des... Niveau créativité, niveau prise de risque, niveau envie... Là-dessus, je peux rien lui enlever, niveau même technique et tout. Bah, il a des années-lumière de ce que je peux analyser de toute façon, donc là-dessus, on est tranquille. Je vais clairement pas m'amuser à faire un podcast spécial Dariush Gamrot, roulade et tout, parce que ça risque d'être ridicule. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour moi, Gamrot n'a pas passé Tsarukyan. Je pense que Tsarukyan aurait dû être à la place de Gamrot ce soir-là. Maintenant, est-ce que le résultat aurait été différent? Non, je pense pas. Je pense que Dariush est meilleur que les deux. Donc voilà, ça clôt le débat que j'essaye d'ouvrir, vite fait, bien fait. Et voilà, je pense que Dariush, d'un point de vue juste, si on enlève son charisme de moule fermé, si on enlève tout ce qui va pas en termes de communication, je sais pas moi, de managing, j'en sais rien, je sais pas ce qui va pas avec ce gars. Mais si on enlève tout ça, si on prend juste l'aspect sportif, l'aspect martial, demain je signe Makhachev Dariush, vraiment sans une once d'hésitation, avec la masterclass qu'il a sortie hier. Je vois pas comment on peut donner à quelqu'un d'autre. Parce que Chandler, ok, aussi. Mais Chandler, il vient de sortir Ferguson. Et Dariush avait déjà lavé Ferguson bien comme il faut. Donc si on s'en tient un petit peu en termes de opposition récente, je pense que Dariush, il a une dynamique un peu plus légitime pour faire le titre. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh. Moi, contre Makhachev, je vois que Dariush. Hein. Là, je suis en train de me refaire le combat sur une tablette, le Gamrot Dariush. Comme tu dis, c'est inanalysable, c'est impossible. Non, les mecs, ils ont tout fait. T'as des clés dans tous les sens, ça arrête pas 2 secondes. C'est un truc de fou. Tu peux regarder 10 fois, tu vas apprendre 10 fois. Hein. Tellement magnifique que même des mecs qui viennent du monde du striking ont applaudi ça. Quoi. Les mecs qui s'y connaissent pas vraiment ou qui sont pas de ce domaine-là, ils ont été impressionnés. C'est clair. Bah ouais, c'est que en fait, moi, je suis en train de le voir là, les clés de jambes, c'est un truc de dingue. Tu comprends rien. C'est ouf. Jess, qu'est-ce que t'en penses toi pour le prochain combat de Makhachev, si tu vois, à part Volkanovski? On est tous d'accord, c'est Dariush qui le mérite. Je crois qu'il a 8 victoires d'affilée maintenant. Ouais. Les gars du top 5, Gaethje, Poirier, vite, c'est clair, quoi. Ils se battent que entre eux, entre guillemets. Donc, vrai. Pour moi, il n'y a pas de débat, ça devrait être Dariush. Après, concernant qui pourrait battre, qui pourrait peut-être pas battre, mais rivaliser avec Makhachev, je pense que Tsarukyan aussi, on l'oublie un peu, mais à mon avis, et aux yeux de pas mal de gens, il avait battu Gamrot, Makhachev, mais il avait 22 ans et c'était en short notice. Et c'était un match de grappling vraiment impressionnant, donc Tsarukyan aussi très très fort. Mais à mon avis, ouais, déjà, Volkanovski, je pense qu'il a vraiment pas les armes pour battre Makhachev. Il sera pas ridicule. Et ouais, Dariush, il le mériterait, ce serait un combat incroyable, mais je pense que l'UFC, ça a des affaires de l'UFC de faire un main event sur un pay-per-view, Makhachev, Dariush, quoi. Ouais. Par contre, Makhachev, Volkanovski, en Australie, là, si tu veux faire une continuité de pay-per-view qui surclasse toutes les autres organisations dans le monde, t'as pas mieux, quoi. Clairement, ça, on sait à peu près comment ça va se passer, mais ça reste hypant de fou, quoi. On adore les montées de catégorie parce que son mentor ne l'a pas fait. C'est le regret qu'on a tous, c'est la frustration qu'on a tous de voir Khabib qui n'a pas
changer de catégorie à 28 ou 29-0. On avait tous envie qu'ils prennent un nouveau challenge avant de partir. Et là, on a un petit peu une once de... Il y en a un qui prend un peu le relais, donc c'est cool, quoi, de se dire, bah, ce que l'un n'a pas fait, l'autre va tenter de le faire. Et bon, bah, pour ça, on peut quand même... c'est louable, c'est cool. J'ai bien aimé quand même le call-out à la WWE à la fin, surtout c'était légendaire. avec Volkanovski. Mais je me dis dans la tête de Volkanovski, est-ce que si ça avait été Oliveira, est-ce que Volkanovski aurait réagi de la même façon? Parce que je trouve qu'il n'a pas surréagi. Si ça avait été Oliveira, Oliveira n'a jamais dit qu'il voulait affronter Volkanovski. Bah, je pense peut-être qu'il aurait été un peu plus hypé que Makhachev. Je sais pas. Oliveira n'a jamais. jamais, à ma connaissance, Oliveira n'a pas demandé Volkanovski, tu vois ce que je veux dire? Alors que Makhachev se sont déjà titillés, les deux ont. Se sont déjà titillés, ouais. C'était plus ou moins écrit que, voilà, si Makhachev gagnait, on allait vers, tu vois ce que je veux dire? Volkanovski était chaud déjà pour le prendre. Oliveira, pour dire que c'était pas la même hype. Je suis pas sûr qu'Oliveira, il y ait eu autant de reniflage de cul entre les deux, tu vois. Ouais, ça aurait pas eu la même hype, quoi. Ouais. Je sais pas. Bah, on sait pas, ça dépend comment ça aurait fini le combat contre Makhachev, tu vois. Ça dépend des finishes aussi, des fois, comment ça... Ouais, c'est vrai. Voilà, on voit des choses différentes. Donc voilà, bon, bah les gars, on a fait le tour, on a fait une bonne heure facile de podcast. Donc c'est cool. Franchement, je me tâte, je pense que O'Malley, ouais, c'est celui qui mérite un gros plan sur ce qui s'est passé, c'est O'Malley versus Yann. Donc je vais voir si j'ai le temps, je le ferai pas aujourd'hui, clairement. Peut-être dans la semaine. Mais en tout cas, ouais, c'est un combat qui mérite son podcast. C'était incroyable. En tout cas, c'était un bel event. Moi, il y a une chose que j'ai pas trop appréciée. Pas appréciée, mais pas ouf. C'est l'ambiance, le public. J'ai trouvé ça moyen. Alors déjà alors pendant les prélims, c'était pas mal. Bien qu'il n'y avait pas trop de monde. Pourquoi? Parce que les prélims sont diffusés sur le Fight Pass et le son n'est pas le même. Le RMC, ils pourrissent le son. C'est horrible. Ils te mettent les commentaires en français par-dessus les trucs, l'ambiance américaine. Du coup, t'as deux vieux sons qui viennent se mélanger. Et du coup, la vraie ambiance, tu l'as pas du tout. J'ai trouvé ça dommage. Et apparemment, même dans la salle, il y a eu des témoignages de gens qui étaient francophones là-bas qui disaient bon, l'ambiance, c'est pas ouf. Ils ont pas la culture du spectacle, on va dire, de l'entertainment, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, bon, apparemment, c'était pas ouf. Je sais pas. Si l'UFC veut faire des beaux événements, il faut aller en Angleterre. En France, Paris, ça a été fou. Ouais. Les Américains, ils sifflent dès qu'il y a un peu de clinch et tout, ils sont pas à fond. Mais ouais, c'est les Anglais, c'est l'ambiance supporter en fait. Les mecs, ils sont taquets, tu vois. Ah, tu vas voir qu'en Australie, ça risque d'être le bordel. En Australie, je sais pas, ouais, pourquoi pas. Si la bière est autorisée dans l'enceinte du spectacle, ça risque d'être le peu. Moi, ce que je retiens, c'est que je suis encore tombé amoureux de Gamrot. Je sais qu'à chaque fois que ce mec il monte dans une cage, c'est un spectacle de dingue. Il ouvre le combat, c'est jamais ennuyeux, c'est spectaculaire. Je suis vraiment encore tombé amoureux de ce gars-là. Gamrot, même si contre Saroukian, il y en a qui l'ont vu perdre, moi je sais pas, franchement c'est du 50-50. Mais ce qu'il a produit hier encore, le gars il y va, il ouvre, et puis pour nos yeux ça fait briller, quoi, tu vois. Donc je le trouve vraiment exceptionnel. Il n'y a pas une seconde où il tente pas quelque chose, quoi. C'est juste fou. Ouais, c'est vrai qu'il tente beaucoup de choses. Les gars, vous avez un petit mot pour la fin? Ouais, si tu veux parler avant, Jeswin. Allô? Ouais, alors petit mot de la fin pour moi, juste on était énormément hypé et globalement j'étais un tout petit peu déçu quand même. Les préliminaires étaient vraiment pas ouf. Et bon, Dillashaw, voilà, TJ est pas ouf et au final on sort avec 2 ou 3 très beaux combats et le reste j'étais un peu déçu par Volkan aussi. Moi qui suis suisse, première round de fou et après. Ouais. C'est vrai, on n'a pas. Un peu déçu par l'événement. Ouais, c'est mieux qu'on n'en parle pas, je crois. Hein. Ouais, je te rejoins, il y a eu un pétard mouillé, ouais. Ouais. C'était le combat que j'attendais le plus en prélim avec Mohamed. C'était ces deux combats-là les plus ouf des prélims. Enfin, il y en avait d'autres, mais les deux combats sur lesquels je misais le plus. Finalement, c'est plus l'un que l'autre qui a brillé. Et ouais, je voyais Krylov devant quand même dans le combat, mais on sait jamais. On a vu que Volkan, si le combat avait lieu que en striking, ça aurait été terminé fin du round 1 ou début du round 2, mais malheureusement, il y a d'autres domaines et on a vu que le changement de salle n'a pas comblé. Il faut plus de temps, il faut travailler plus longtemps encore pour... Ok, tu t'en sors? Tu as mangé un truc ce midi?
Voilà. Bon. Bah les gars, c'est bon. Il y a quelqu'un qui veut encore rajouter un truc? Bah quand même, je veux dire juste un truc. C'était une belle carte. C'était un bel UFC. Même si l'ambiance n'était pas au rendez-vous, c'était quand même la carte des réponses. Belal Muhammad qui finit un combat. C'est pas méchant quand je dis ça, mais quand même. Yann qui perd. Il y a quand même plein de choses. Ouais, ça avance. Ouais, ça avance, ça fluidifie, ça amène du sang neuf, ça fluidifie les catégories, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Bon bah les gars, si on a fait le tour, c'est cool. Je vous remercie fort d'être venus, c'est sympa de ne pas m'avoir laissé tout seul. Vous avez assuré. Steph, tu diras merci à Megwan d'être passé aussi. J'ai vu qu'il a quitté le groupe. Et ben voilà, on se capte pour le prochain événement, avec plaisir. Du coup, j'ai pas checké les pronos, les résultats. J'ai rien regardé des résultats des pronos pour celui qui participera au prochain podcast. J'ai même pas, putain, j'ai rien branlé. Donc, soyez honnêtes, dites-moi si vous avez un 5 sur 5 ou un 4 sur 5. Je pense que j'aurai pas le temps de vérifier. J'ai trop de messages, trop de trucs, je vous jure, c'est un enfer. Donc, voilà, soyez honnêtes, dites-moi, j'ai fait 4 sur 5, 5 sur 5 et tout. Et puis, je prendrai celui qui a les meilleurs résultats. Moi, c'est un 4 sur 5, c'est pas mal vu la configuration de la carte. Je pense qu'il y en a d'autres des 4 sur 5. Ouais, 4 sur 5, ça a juste manqué avec Yann. Toi, t'as 4 sur 5? Ouais, c'est ce qui a manqué, c'était Yann. Ouais. Ah, d'accord, ok. Jess, t'as fait combien? Moi, un pitoyable 2 sur 5. D'accord, ok. Et toi, Steph? C'est quoi la note? Excuse-moi, T'as fait combien de pronos juste? Alors moi, j'avais pronostiqué quoi? Manon, ok, c'est cool. Après, il y avait quoi? J'avais pronostiqué Yann, c'est loupé. J'avais pronostiqué Gamrod, c'est loupé. J'avais pronostiqué Oliver. Donc en fait, je suis t'as 1 ou 2 sur 5. Okay. Les gars, vous prenez mes pronos, vous faites l'inverse et vous allez gagner de l'oseille. Ouais, ok. Bon, Stelio, on se check. Je vais voir s'il n'y a pas mieux que toi, mais apparemment, il n'y aura pas mieux. Et puis, on se tient encore, ok? Ok, comme tu voudras. Bon, les gars, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Prenez soin de vous et on se check à bientôt. Et achetez Others, consommez Others, 10% avec MMA Club 10. Consommez et donnez-moi 5 € à chaque fois, c'est bien. Voilà. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous. Putain, je suis vraiment à l'arrache, hein. J'ai rien préparé. Voilà, il n'y a pas d'intro de début, il n'y a pas d'intro de fin. Aujourd'hui, c'est dimanche, même pour moi. Voilà, c'est vraiment pitoyable, mais c'est pas grave, on est heureux. Je vous fais des gros bisous.